Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle saison de Géopolitis. 20 ans après l'attentat de New York fomenté par Ben Laden en Afghanistan, les talibans crient victoire après le retrait chaotique des derniers soldats américains de Kaboul. Le centre de gravité du terrorisme s'est déplacé en Afrique, en particulier au Sahel, où l'intervention militaire occidentale s'enlise. Privé de son territoire en Syrie et en Irak, l'État islamique n'en reste pas moins la principale menace, avec Al-Qaïda qui pourrait à nouveau se sanctuariser en Afghanistan. Notre guerre commence avec Al-Qaïda. Mais elle ne sera pas terminée tant que tout groupe terroriste d'importance mondiale ne sera pas arrêté et défait. C'est une guerre de 20 ans qui a mobilisé la plus puissante armée du monde, celle des États-Unis et de ses principaux alliés, et qui semble ne jamais devoir finir, après le dernier attentat qui a fait une centaine de morts à Kaboul, dont 13 soldats américains. Nous ne pardonnerons pas, nous n'oublierons pas, nous vous pourchasserons et vous ferons payer. Une guerre commencée en Afghanistan, poursuivie en Irak avec ses métastases en Syrie et qui s'est déplacée dans les sables du Sahel. Certes, les Américains ont tué Ben Laden en 2011 et pour Joe Biden, la mission est accomplie. Mais 20 ans après, les victimes se comptent toujours par dizaines de milliers, principalement en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient. De Paris à Londres, en passant par Madrid, les démocraties ont été ébranlées par de terribles attentats. Elles ont su réagir au prix de certaines libertés érodées par les lois antiterroristes. Elles ont parfois perdu leur âme dans les prisons secrètes de la CIA ou à coups de drone et leurs effets collatéraux. Nous prendrons la mesure des défis qui restent avec notre invité Arnaud Danjean, député européen et spécialiste des questions de défense. Mais tout d'abord, à quelques jours des commémorations du 11 septembre, arrêtons-nous sur ces images. We saw the plane on the other side of the building and people are jumping out the windows. I don't know. Let's just get back. Les couloirs des étages étaient très dévastés. Il y avait une odeur de kérosène terrible, de l'eau qui coulait, les plafonds qui étaient détachés. Les pompiers montaient dans l'autre sens. Il y avait à évacuer des blessés et des gens qui étaient brûlés, qui descendaient des étages supérieurs. Il y a cette boule de débris et de ciment et d'autres morceaux de verre qui nous a rattrapés. Et ça a été très choquant parce qu'en réalité, on s'est aperçu que le bâtiment s'était écroulé. Un morceau de moi manque toujours, vous savez, mes 11 copains, sans oublier tous les autres pompiers que je connaissais. Et en plus, ils venaient juste travailler, c'est tout ce qu'ils ont fait, et le résultat, ils sont tous morts. 20 ans plus tard, l'État islamique en Afghanistan, métastase de la matrice Al-Qaïda et ennemi des talibans, frappe à nouveau l'Amérique dans son symbole le plus fort, ses soldats, dont près de 2400 ont déjà perdu la vie en Afghanistan. L'État islamique qui reste plus que jamais la principale menace. Mélanie Ohayon. Jeudi 26 août, une première explosion et puis une deuxième viennent de retentir à l'aéroport de Kaboul. Un double attentat suicide, suivi d'une fusillade, font une centaine de morts, dont 13 soldats américains. L'attaque est rapidement revendiquée par le groupe État islamique au Khorasan, la branche afghane de l'organisation que les talibans essaient d'éliminer. En 3 ans, l'État islamique a revendiqué plus de 5000 opérations militaires dans une trentaine de pays, comme la récente attaque contre un puits de pétrole en Irak, le double attentat suicide sur un marché à Bagdad qui a fait 32 morts en janvier, ou encore la fusillade au centre de Vienne qui a fait 4 morts en novembre dernier. Et pourtant, on pensait le groupe djihadiste considérablement affaibli depuis la chute de son califat. À son apogée en 2014, il contrôlait encore un territoire plus grand que le Royaume-Uni, à cheval entre la Syrie et l'Irak.
Après 5 ans d'affrontements face aux forces kurdes et la coalition internationale, l'influence de Daesh ne s'exerce plus que sur quelques portions de territoire dans le sud-est de la Syrie. Aujourd'hui, le groupe État islamique est sans territoire. Son calife autoproclamé al-Baghdadi est mort, tué par un commando américain. Mais ses combattants n'ont pas disparu. En réalité, l'élimination du dernier carré géographique des terroristes de l'EI dans le nord et l'est de la Syrie ne signifie pas la défaite totale, au regard des idées extrémistes que cette organisation a laissées dans la région et les pays voisins. Le groupe djihadiste a essaimé principalement en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Ses représentants ou groupes affiliés qui ont prêté allégeance à Daesh représenteraient au total entre 30 000 et 40 000 combattants. L'organisation conserve une redoutable force de frappe en ligne, à travers des réseaux de propagande et de recrutement sur les réseaux sociaux, et disposerait toujours d'un trésor de guerre estimé à 100 millions de dollars par les Nations Unies. En Syrie, les combattants exploitent toujours les terreaux fertiles de la radicalisation, comme dans les camps d'Al-Hol ou de Roj, où vivent déjà des milliers de familles affiliées à Daesh. Bonjour Arnaud Danjean. Bonjour. Alors vous êtes l'un des meilleurs spécialistes des questions de défense au Parlement européen et vous étiez aussi sur le terrain, un homme de terrain, on s'en rappelle, pendant les guerres de Yougoslavie pour le compte de la DGSE. Alors il faut quand même dire qu'on est un peu sidéré par ce qui se passe. Symboliquement, pour le 20e anniversaire du 11 septembre, les talibans sont à nouveau au pouvoir à Kaboul, les Américains partent dans un chaos le plus total, avec même un attentat commis par Daesh qui a fait 13 soldats américains tués. C'est quand même incroyable. Oui, vous avez employé le mot, c'est sidérant. La sidération avait déjà été à l'œuvre le 11 septembre, il y a 20 ans. La sidération, aujourd'hui, elle est en Afghanistan par rapport à ce spectacle absolument navrant. Évidemment, il y a beaucoup d'émotions autour de cela, il y a beaucoup de symboles, et les symboles et l'émotion ont leur importance en politique étrangère. J'allais dire, malheureusement, il nous faut aussi à nous, responsables, même modestes, politiquement et analytiquement, il nous faut cliniquement regarder ça de plus près pour voir quelles sont les raisons, les enchaînements qui ont conduit à cette débâcle, et puis en tirer les leçons, parce qu'il y a forcément des leçons à tirer sur le plan géopolitique, sur le plan militaire. Il va falloir laisser retomber, j'allais dire, l'émotion légitime qu'on a tous ressentie après ces images terribles, pour vraiment tirer les leçons de ces 20 ans et de ces dernières semaines. Alors, on va en parler de ces leçons, mais si on reste un petit peu sur le symbole, comme vous disiez, il y a eu ces images qu'on a vues de cercueils enveloppés de drapeaux américains, français, britanniques. C'est la défaite de l'Occident qui se passe ? Alors, c'est relatif parce que la puissance de feu américaine, la puissance de feu occidentale n'a pas véritablement été entamée par la défaite afghane ou par le chaos afghan. C'est une défaite politique, essentiellement, parce que c'est un retrait militaire, mais qui a commencé depuis longtemps. Mais c'est surtout une défaite politique ou géopolitique. J'allais dire, militairement, les États-Unis restent quand même très puissants et leurs capacités ne sont pas atteintes de ce point de vue-là. En revanche, il y a des dommages qui sont beaucoup plus importants sur le plan politique, diplomatique, sur le plan aussi, j'allais dire, psychologique, qui a son importance dans les relations internationales. L'Amérique n'est plus perçue comme invincible. L'Amérique est perçue comme étant aussi un pays en repli, c'est-à-dire qui hésite maintenant à aller à l'extérieur. On voit les États-Unis aujourd'hui centrés sur eux-mêmes et qui ne veulent plus remettre en cause la vie de leurs soldats pour des causes lointaines. Mais comme leçon, à en tirer justement 1000 milliards de dollars dépensés en 20 ans. Pourquoi ? Pour rien, finalement. C'est une guerre de 20 ans pour rien. Alors c'est toujours difficile, chaud, de dire que c'est pour rien, parce que je pense que d'abord il y a beaucoup d'Afghans pour lesquels ça n'a pas été pour rien, même 20 ans, et même si on n'a pas pu prolonger ce temps-là, il y a quand même eu en 20 ans, en matière de scolarisation, en matière d'émancipation d'un certain nombre de populations, en matière d'infrastructure, vous avez eu quand même des progrès, on est obligé d'y faire référence, même si ça semble peser d'un peu de poids par rapport à ce que nous voyons actuellement. Donc il faut toujours, j'aime pas beaucoup l'expression pour rien, parce que d'abord au moment où
vous engagez et les fonds et les soldats et la vie des soldats qui sont restés en Afghanistan, forcément il y a une cause derrière, il y a des causes et c'est un engagement sincère et qui a produit des résultats. Mais malheureusement, je pense qu'on a sans doute sous-estimé l'ampleur de la tâche, l'ampleur du fossé abyssal qu'il y avait aussi entre les cultures, les différentes cultures en Afghanistan et puis ce que l'Occident pouvait vouloir espérer instaurer. Alors parlons un peu de ces talibans finalement. Alors on voit, ils font la guerre, ils le disent à l'État islamique, à Daesh. En même temps, ils abritent toujours Al-Qaïda, qu'ils avaient abrité il y a 20 ans avec Ben Laden. C'est quand même difficile à comprendre. Je pense que vous avez plusieurs composantes dans la mouvance talibane et vous avez effectivement des liens quasiment congénitaux avec, et plus ou moins directs avec le djihadisme international. Les talibans en tant que tels ne sont pas forcément des terroristes, dans le sens ce n'est pas un groupe terroriste, c'est un groupe insurrectionnel qui est quasiment devenu une armée régulière au fil du temps et qui veut prendre le pouvoir dans son pays. Et la plupart sont afghans. Mais évidemment, ils ont parfois recours à des méthodes terroristes, parce que le terrorisme n'est pas en soi une idéologie ou quelque chose, c'est une méthode au service d'une idéologie et d'un combat. Ils ont employé cette méthode terroriste parfois, même si leur activité principale, c'est quand même une activité nationale en Afghanistan et par des moyens de guérilla ou d'insurrection. Mais il y a des liens, effectivement, anciens et consubstantiels avec la mouvance djihadiste internationale. Et c'est là l'enjeu des prochains mois, à vrai dire. Alors, il y a un risque, par exemple, qu'ils abritent à nouveau un mouvement comme Al-Qaïda qui puisse commettre des attentats à l'étranger, voire l'émergence d'un nouveau Ben Laden ? Bien sûr, le risque est réel. Il est d'autant plus réel que, encore une fois, un certain nombre d'individus ont déjà ce passé. On a vu déjà réapparaître dans les rues de Kaboul des gens qui ont été des lieutenants de Ben Laden à l'époque. On a des liens toujours très opaques avec les services pakistanais, dont on sait très bien qu'ils financent, qu'ils arment, qu'ils hébergent un certain nombre de djihadistes ou de gens liés au djihadisme, et leurs liens avec les talibans sont avérés, donc comment vont-ils se comporter à l'avenir ? Alors on peut aussi, d'un autre côté, anticiper que les talibans ne reproduiront peut-être pas l'erreur qui leur a coûté le pouvoir il y a 20 ans. Parce qu'il ne faut jamais oublier que quand on est intervenu en 2001, on est intervenu parce que les talibans ont refusé de livrer Ben Laden. On n'est pas intervenu contre les talibans en tant que talibans, parce qu'ils étaient déjà au pouvoir depuis 1996, et de 1996 à 2001, on n'a rien fait contre eux. Ce qui a justifié l'intervention occidentale, c'était l'hébergement d'Al-Qaïda par les talibans et le refus de Mollah Omar, en particulier, de remettre Ben Laden, malgré beaucoup de médiations, dont les médiations saoudiennes. Et aujourd'hui, on peut penser que les talibans, après 20 ans, reviennent au pouvoir. Ils ne sont sans doute pas pressés de reperdre le pouvoir. Et donc, pour eux, l'enjeu va être aussi de donner des gages au niveau international, en particulier à des États qui les avaient reconnus la première fois, l'Arabie Saoudite, le Pakistan, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, qui reste influent. J'imagine que ces États vont aussi faire une sorte de pression sur les talibans pour ne pas cautionner le djihadisme international. Mais on ne peut pas imaginer que l'Afghanistan, qui va être péniblement sous un contrôle total des talibans quand même, ne puisse pas héberger ça et là quand même des mouvances terroristes. Et puis vous avez signalé, Daesh est déjà là. Alors justement, on va en reparler juste après ce regard sur le terrorisme globalisé. On se retrouve dans quelques minutes. Depuis le 11 septembre 2001, on compte une moyenne de 2 attentats majeurs par année. Bali et Moscou en 2002, Madrid et Beslan en 2004, métro de Londres et de Mumbai en 2005, Paris en 2015, Charlie Hebdo et le Bataclan, Bruxelles et Nice en 2016, Colombo en 2019. Une liste forcément incomplète. Une guerre de 20 ans contre le terrorisme. 1 million de morts, dont 150 000 victimes directes des 15 000 attentats, 1% seulement commis dans les pays occidentaux. En 20 ans, le nombre de terroristes djihadistes a été multiplié par 3, entre 100 000 et 200 000. Une estimation toutefois sujette à caution. Seule note positive, le nombre de morts diminue après le pic de 2014-2015, malgré un rebond en 2018. Si l'Afghanistan reste et de loin le pays le plus touché par le terrorisme taliban pour l'essentiel, l'Afrique et en particulier le Sahel sont la nouvelle terre de mission
des deux principales multinationales djihadistes, Al-Qaïda et Daesh, qui se livrent une guerre sans merci. Un terreau fertile, alimenté par la malgouvernance, la pauvreté et une violence sous-jacente entre communautés. Et la présence de troupes étrangères comme les Français au Mali et au Niger qui vont entamer leur retrait. Nous sommes là-bas parce que nous avons destin lié avec le Sahel. Si le Sahel tombe aux mains du terrorisme, progressivement l'Afrique tombera aux mains du terrorisme islamiste et l'Europe vivra les conséquences de ce drame, aussi très clairement. Le Burkina Faso est le pays qui a connu la plus grande progression de violence, près de 600%. Avant l'été, le pire attentat de son histoire a tué au moins 160 personnes à Solane, dans le nord du pays, la zone dite des trois frontières, où le djihadisme se diffuse depuis le Mali et le Niger. Nous ne pouvons pas éviter ce genre de situation. Parce que le Burkina Faso, ça fait 274 000 km². Il y a 9 000 villages au Burkina Faso. Nous ne pouvons pas mettre un élément de sécurité derrière chaque Burkinabé. Deuxième pays le plus touché par le terrorisme après l'Afghanistan, le Nigeria. Au moins 30 000 morts depuis l'avènement de Boko Haram en 2009. Son leader, le sanguinaire Aboubakar Shekau, s'était fait connaître par l'enlèvement de plus de 400 fillettes en 2014 pour les réduire en esclavage. Il s'est suicidé en mai dernier lors de la reprise en main de son organisation par Daesh. D'où la nécessité de tarir le financement du terrorisme et de mettre sous pression les États qui le parrainent. Enlèvement contre rançon, commerce illicite de matières premières comme le pétrole en Syrie, trafic de drogue et d'œuvres d'art, mais aussi investissement dans les monnaies virtuelles. Autant de défis pour l'ONU qui met en œuvre les parades via le GAFI, groupe d'action financière. Ce qui a permis d'assécher en partie les revenus de l'État islamique après la perte de son territoire irako-syrien. Des pays sont aussi montrés du doigt, en particulier l'Iran, dans le viseur de l'administration Trump, qui en faisait en 2018 le principal parrain du terrorisme dans un rapport au vitriol. Mais l'Arabie saoudite, allié majeur des États-Unis au Moyen-Orient, le Qatar ou les Émirats arabes unis ont eux aussi été directement mis en cause, notamment par Emmanuel Macron. La victoire contre le terrorisme n'est pas encore à l'horizon. Alors on le voit, le nerf de la guerre, évidemment, c'est l'argent. Est-ce qu'il est possible de couper les vivres aux terroristes, par exemple en frappant d'un grand coup, je sais pas, l'Iran, les États du Golfe, enfin tous les sponsors, entre guillemets, accusés de les soutenir? Le problème, c'est que le financement n'est pas un financement étatique. Et quand on parle de financement du Golfe, bien souvent, ce n'est pas les États en tant que tels qui financent, c'est souvent des donateurs, de généreux donateurs privés, c'est des institutions plus ou moins liées aux États. Les États sont parfois trop complaisants. Et évidemment, on a tous en tête un certain nombre d'États dans les pays du Golfe en particulier. Mais si vous me permettez, moi je pense qu'il y a effectivement l'aspect financier, beaucoup d'institutions y travaillent, même si souvent les terroristes, j'allais dire, se nourrissent sur la bête, pardonnez-moi l'expression, mais c'était le cas de l'État islamique quand il contrôlait du territoire, c'est le cas des shebabs somaliens. Comment font-ils, ou c'est le cas aussi d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, on prélève des dîmes, on prélève des impôts révolutionnaires, on prélève des taxes, voilà, et sur des micro-territoires qu'on contrôle, donc ça c'est quand même très difficile à enrayer. En revanche, je crois qu'il y a une autre matrice, il y a le financement qui est le nerf de la guerre. Il y a un autre nerf de la guerre qu'on oublie parfois, parce qu'on a beaucoup parlé militaire, on parle financement, on parle lutte armée, c'est la lutte idéologique. Je trouve que nous avons peut-être sous-estimé la nature idéologique, la matrice idéologique qui sous-tend l'engagement djihadiste. Parce que si pour, j'allais dire, beaucoup d'éléments terroristes de première main, l'important c'est l'argent, c'est les quelques dollars qu'ils vont gagner en s'embrigadant dans des cellules terroristes. Pour beaucoup d'autres et pour les cerveaux de ces matrices terroristes, de ces organisations qui restent au-delà des 20 années que nous venons d'évoquer, c'est quand même la prégnance idéologique. Alors théologique aussi parfois. Ça, c'est une des réalités actuellement en Afrique. Le Sahel, oui. C'est là que, évidemment, tout se passe en ce moment. Je pense que l'Afrique est une terre de mission importante pour le djihad. Je pense que nous devons y prêter beaucoup d'attention. Alors, on a les théâtres, les foyers traditionnels maintenant, malheureusement, j'allais dire, que sont la Corne de l'Afrique avec la Somalie. Les shebabs somaliens sont une région redoutable de résilience, un peu à l'instar des talibans afghans, mais avec un côté aussi internationaliste et régionaliste pour certains d'entre eux, et puis une aile peut-être plus nationaliste. Vous avez le Sahel, évidemment, où les Français sont
très engagés. Et puis vous avez le Mozambique récemment, où vous avez aussi une explosion de violences liées en partie au djihadisme. Et puis on voit bien se développer dans une Afrique peut-être plus traditionnelle et moins jusqu'à présent perméable à ces influences, on voit quand même se développer un islam radical qui sème les germes de futurs problèmes quand même. Alors vous le disiez, les djihadistes dans ces pays-là profitent évidemment de la faillite des États, des luttes ethniques. Est-ce que finalement on n'est pas obligé d'intervenir, de faire du state building, voire cette accusation de néocolonialisme ? Quelles sont les limites de l'action militaire ? Je crois que nos militaires en particulier sont très lucides sur les limites de leurs actions. L'action militaire est parfois indispensable, mais elle ne peut pas tout résoudre, bien au contraire. À quel moment ça bascule sur l'action civile ? Le problème de l'action civile, si on met à part le développement en tant que tel, mais l'action civile et l'action politique, pour faire le complément du militaire, là vous tombez dans le risque de néocolonialisme, parce que vous faites de l'ingérence dans la gouvernance de ces États. Et ça, c'est très mal accepté par les populations locales. Et pourtant, si vous n'avez pas aussi un fort impact sur la gouvernance, tous les efforts que vous avez faits sur le plan militaire sont réduits à néant. Vous avez des victoires militaires tactiques, qu'on a eu contre les talibans d'ailleurs, ou qu'on a eu en Irak, ou qu'on a eu en Syrie récemment, et qu'on a parfois au Sahel, c'est-à-dire vous décapitez des organisations, vous tuez des combattants ennemis, mais vous arrivez à conquérir une vallée. Puis dès que vous retirez votre force militaire, la mauvaise gouvernance fait que ce sont les terroristes ou les insurgés qui reprennent le dessus. C'est un peu le risque avec le retrait programmé de l'opération Barkhane annoncée par le président Macron. Je crois que la décision est assez logique et assez inévitable. Après maintenant pratiquement 10 ans là, pour les Français au Sahel, sur une surface considérable, il faut maintenir un dispositif qui permette de frapper les terroristes, les vrais terroristes, sans être embarqués dans des luttes communautaires, parce que là, on change de nature du combat, et c'est un peu ce qui est arrivé aux Américains en Irak et en Afghanistan, c'est que vous passez de contre-terrorisme à de la contre-insurrection. C'est pas exactement la même chose, ce n'est pas que technique, c'est que la nature des combattants que vous avez en face de vous est différente, et la menace qu'elle fait peser sur vous aussi est différente. Donc il faut maintenir du contre-terrorisme tout en dosant cela de façon proportionnelle pour ne pas affecter les populations civiles et surtout pour avoir un relais dans la gouvernance locale qui vous permette de vous désengager militairement. C'est un dilemme dont on n'est pas prêt de voir la fin, je crois. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Arnaud Danjean. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Géopolitis. Merci. Merci beaucoup. Les États-Unis ont été marqués au fer rouge par le 11 septembre 2001. D'autres attentats commis au nom d'un islam dévoyé ont pu avoir lieu ensuite, malgré les mesures de sécurité. Mais c'est le terrorisme intérieur d'extrême droite qui est maintenant considéré comme la plus grave menace. Anne Delette. Le 6 janvier 2021, l'Amérique et le monde découvrent avec stupeur l'invasion du Capitole, temple de la démocratie américaine. Conspirationnistes de tout poil, antisystèmes, néo-nazis et autres groupuscules d'extrême droite comme les Proud Boys, tous sont galvanisés par les appels de Donald Trump à ne pas se faire voler les élections. Les Proud Boys, on les a vus souvent lors des manifestations. Tu es une mauviette communiste. Toujours prêts à en découdre avec une gauche diabolisée. Les Black Lives Matter et les Antifa ont tendance à venir harceler les patriotes. C'est pour ça qu'on est ici, pour s'assurer que tout se passe pacifiquement. Depuis l'élection de Donald Trump, ces milices n'ont cessé de monter en puissance, chauffées à blanc par ses tweets incendiaires, ses discours complotistes et son soutien affiché. Proud Boys, reculez et tenez-vous prêts. En 2017, à Charlottesville, la manifestation regroupant les différentes factions d'extrême droite dégénère. Une voiture bélier fonce dans la foule des contre-manifestants. Une jeune femme est tuée. Il y a 19 blessés. Mais le président refuse de désavouer les suprémacistes blancs. Ces milices se reconnaissent dans les valeurs du Ku Klux Klan, suivent des entraînements paramilitaires et disent n'attendre qu'un signe du président pour reprendre le pays. Je suis prêt pour la guerre et des conflits civils, une attaque nucléaire de la Corée du Nord, de la Russie, une invasion étrangère ou même de notre propre gouvernement s'il tournait ses armes contre le peuple dans le but de le désarmer. Aux États-Unis, 940 groupes d'extrême droite ont été recensés en 2019. Leur nombre a presque doublé en 20 ans. Certaines milices auraient infiltré la police.
En avril 1995, déjà, un attentat mené par les suprémacistes blancs ensanglante Oklahoma City. Le bilan est lourd, 168 morts et 700 blessés. Pour le président Biden, cette menace toujours présente est à prendre au sérieux. Le directeur du FBI a récemment témoigné devant le Congrès que des groupes d'extrême droite, des nationalistes blancs, représentent la plus grande menace en termes de terrorisme domestique à motivation raciale. Plus que l'islamisme radical, l'extrême droite est érigée aujourd'hui en véritable ennemi de la démocratie américaine. Pour approfondir votre réflexion, vous pouvez lire La guerre de 20 ans, une analyse très complète de ces 2 décennies qui ont changé le monde par 2 chercheurs de l'IFRI, Mark Ecker et Elie Tenenbaum. Les très bien documentés cahiers de l'Afrique de l'Ouest de l'OCDE consacrent une de leurs dernières publications à la géographie des conflits en Afrique du Nord et de l'Ouest. Et enfin, cette plongée sidérante en pays taliban, filmée quelques semaines avant leur retour au pouvoir, un reportage visible sur le site d'Arte. Aujourd'hui comme autrefois, si la décision des talibans est en harmonie avec la loi islamique, que ce soit la lapidation à mort, la décapitation ou l'amputation de la main, c'est un principe fort de l'islam. Avec l'équipe de Géopolitis, plus motivée que jamais pour vous aider à décrypter les grands enjeux internationaux, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission consacrée à Angela Merkel, qui va quitter la scène politique dont elle fut une figure majeure pendant 16 ans. Merci de votre fidélité et portez-vous bien.